20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Mutinerie à Rebeuss. La mort d'homme annoncée tantôt n'a pour le moment pas été confirmée par l'administration pénitentiaire. Actuellement en conférence de presse, mais selon Maître Aboudjali Kane, l'insurrection des détenus était prévisible et découle d'un mauvais fonctionnement de la justice sénégalaise. Vous l'entendrez dans ce journal. Mahamad Boun Abdallah Dionne hausse le ton en conférence de presse. Le patron du gouvernement annonce des sanctions à l'encontre de diffuseurs de fausses nouvelles et déclare que le contrat qui lie l'État à la société African Petroleum de Frank Timis a été annulé pour non-respect des engagements de la société pétrolière. La sortie du Premier ministre, toutefois, ne semble pas ébranler l'opposition. Abdoul Mbaye dit rester sur sa faim. Le Front pour la défense l'assimile à du bavardage inutile. Tension vive à Gendarou, une opération de déguerpissement a déclenché la colère des riverains. La communauté Ibadou se dit prête à tout pour empêcher la démolition de sa mosquée, mais le maire persiste et annonce que les mosquées construites sans autorisation seront détruites. Et puis, depuis le 29 août dernier, une loi réglemente la fabrication du fer à béton. Ce matin, le ministre du Commerce a fait le tour des sites de fabrication pour s'assurer de l'effectivité de la mesure, une mesure qui enchante les fabricants de fer. L'invité du 20h, Bachir Dramé, expert pétrolier, interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, la mutinerie de Rebeuss en proie, la prison de Rebeuss plutôt en proie à une mutinerie ce matin. Un important arsenal répressif aurait été déployé autour de la prison qui date, il faut le dire, d'avant l'indépendance. Du côté de l'administration pénitentiaire, aucune mort d'homme confirmée, mais plutôt des blessés de part et d'autre. Les détenus semblent manifester pour de meilleures conditions de détention. L'administration pénitentiaire qui tient actuellement une conférence de presse. Notre reporter Berama est sur place. Bonsoir Berama. Allô? Allô Berama, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, peut-on avoir les premiers détails de cette conférence de presse de l'administration pénitentiaire? Voilà, oui. La conférence a démarré, le point de presse. Ils ont effectivement apporté des clarifications sur l'objectif du débat. Comme quoi que c'est juste un point de presse pour apporter des éclaircissements sur la situation des détenus qui défraient la chronique ces derniers temps. Et cela a démarré depuis mardi passé. Les revendications portent sur 3 points, à savoir la promiscuité dans les chambres, la permanence par rapport aux chambres criminelles et la longue détention. Maintenant, par rapport aux chiffres que nous avons constatés hier, parmi les détenus, il y a une victime qui est décédée à l'hôpital principal et 14 blessés. Maintenant, les détenus continuent leurs revendications. Ils disent qu'ils vont rencontrer le procureur de la République pour lui exposer leurs doléances. À l'instant où je vous parle, ils ont levé la séance parce qu'ils ont dit que voilà, c'est ça l'essentiel des informations qu'ils voulaient faire passer. Mais ils entendent quand même régler la situation des détenus d'ici le samedi. Berama, juste une précision. On a annoncé sur la toile qu'il y avait mort d'homme au cours de cette mutinerie aujourd'hui. Est-ce que la personne qui serait décédée à l'hôpital principal, est-ce qu'il s'agit bien de cette mort au cours de la mutinerie ou une mort précédente? Pardon? Je voulais savoir s'ils ont confirmé qu'il y a eu effectivement mort d'homme pendant la mutinerie. Effectivement, ils l'ont confirmé. À l'issue des échauffourées, il y a une victime parmi les détenus et 14 blessés. Merci beaucoup Berama Thior, donc en direct avec nous et qui a assisté à cette conférence de presse de l'administration pénitentiaire. Et selon Maître Aboudjali Kane, eh bien, cette situation était prévisible. L'avocat impute la mutinerie de Rebeuss à un mauvais fonctionnement de la justice sénégalaise, avec notamment une mauvaise politique criminelle du parquet. Maître Kane déplore également l'usage abusif des mandats de dépôt. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Kiné et Pape Sangone Mbaye. Le parquet de la République mène une mauvaise politique criminelle qui est fondée sur l'usage abusif des mandats de dépôt. Et à côté de cet usage abusif des mandats de dépôt, il y a aussi l'usage quelquefois abusif des appels
que le parquet interjette contre certaines décisions accordant la liberté provisoire. Et c'est ce complexe causal qui aujourd'hui explique et justifie le surpeuplement carcéral. Que la justice pénale, on l'a dit, on l'a redit, c'est une justice pénale qui est malade. Et si on y prend garde, ça va exploser. Ça va exploser. Comme le dit le penseur, tout ce qui est fermé fermente. Et après la fermentation, évidemment, c'est l'explosion. Et nous poursuivons avec l'actualité judiciaire. Après 19 ans passés derrière les barreaux, les acolytes d'Alex et Ino, deux malfaiteurs qui, il y a 20 ans, semaient la terreur dans la capitale dakaroise, demandent la clémence de la justice. Condamnés à perpétuité avec des chefs d'accusation assez lourds, ils implorent la grâce présidentielle, une suspension de la sanction pénale qui impose naturellement la réouverture de leur dossier. Alors, est-ce possible? Est-ce envisageable? Élément de réponse toujours avec l'avocat Maître Abou Diali Kane dans ce reportage signé Fatou Kinedem et Pape Sangone Mbaye. 19 ans derrière les barreaux, une leçon de vie bien retenue. Le reste de la bande à Ino et Alex demande grâce. Grâce au peuple, grâce à la justice, la clémence de Dame Justice, oui, ils peuvent en bénéficier selon Maître Abou Diali Kane. Ils peuvent, en dépit de la gravité des faits qui leur étaient reprochés, ils peuvent bénéficier d'une grâce. À défaut, une liberté conditionnelle. Qu'au terme de l'article 699 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent demander la libération conditionnelle qu'après avoir purgé 25 ans de prison. Et pour leur réinsertion sociale? Comme dit le penseur, on sort du bagne, mais on ne sort jamais d'une condamnation. Donc, même s'ils sortent de prison, la société va les regarder d'une certaine façon. Donc, leur réinsertion sera extrêmement difficile. Si la demande de grâce de la bande à Ino et Alex est accordée, les familles des victimes ne pourront que s'en référer. La libération conditionnelle et la grâce sont des instruments juridiques qui sont prévus dans le Code de procédure pénale. Donc, c'est des droits auxquels la personne condamnée, quelle que soit la gravité des faits commis, n'est-ce pas, peut bénéficier, n'est-ce pas? Affaire Ino-Alex, une condamnation, beaucoup de zones d'ombre, un mea culpa, un dossier déjà clos, sa réouverture presque impossible. La mutinerie de Rebus qui intervient dans un contexte où la justice est complètement paralysée. Le site Juste observe une grève de 72 heures à compter de ce mardi. Le syndicat des travailleurs de la justice déroule son 3e plan d'action pour exiger la satisfaction de ses doléances. Aya Boun Malik Diop et compagnie fustigent la démarche du ministère de la fonction publique et interpelle le Premier ministre en conférence de presse. Fatima Baye y a assisté, compte rendu. Le Sud-Juste poursuit son combat. Il déroule son 3e plan d'action. Aya Boun Malik Diop et compagnie soutiennent que le ministère de la fonction publique n'a pas prêté une oreille attentive à leurs revendications. Nous avons en face de nous des interlocuteurs dont la crédibilité est aujourd'hui très fortement secouée. Quand un ministre de la République prend la parole, après avoir pris des engagements connus de tous, pour se débiner, comme Madame le ministre de la fonction publique l'a fait, je crois qu'un partenaire social comme le Sud-Just a le droit de se poser des questions. Aujourd'hui, nous voulons dire de manière très claire que nous entendons assurer un suivi correct de l'ensemble des efforts que nous faisons depuis que nous avons engagé la lutte syndicale. La situation des travailleurs de la justice est plus que préoccupante selon eux. Pour davantage se faire entendre, ils observent une grève de 72 heures à compter de ce mardi. Nous avons fait des propositions qui consacrent un plan de carrière plus important pour le travail de la justice, car nous le savons tous, quand un travailleur n'est pas mis dans de bonnes conditions de performance, évidemment, ses efforts ne seront pas évidemment suffisants pour satisfaire la demande sociale. Les travailleurs interpellent le Premier ministre. Ils ne veulent plus négocier avec le ministère de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique et son directeur général, le directeur général de la fonction publique sont en train d'afficher une attitude. Comment des gens placés à ce niveau de responsabilité
peuvent, après avoir pris des engagements connus de tous, sortir dans la presse pour dire qu'il n'a jamais été question de rencontrer le Sud-Just. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le gouvernement a une responsabilité. C'est celui de faire tout pour que les Sénégalais puissent disposer d'un service public de qualité. Or, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que les Sénégalais attendent. Le secteur de la justice de nouveau paralysé. Les usagers devront prendre leur mal en patience. Et puis, je vous l'annonçais en titre, ce mardi, le patron du gouvernement est monté au créneau pour mettre en garde contre la diffusion de fausses nouvelles liées aux hydrocarbures. Face à la presse, Mahammed Boun Abdallah Dionne annonce que l'État va désormais sévir contre tous ceux qui veulent leurrer l'opinion publique. Principal sujet évoqué au cours de cette conférence de presse, bien le contrat entre l'État et African Petroleum, la société dirigée par Franck Timis, et sujet à polémique. Une polémique qui justement n'a pas sa raison d'être selon le Premier ministre qui annonce l'annulation de ce contrat pour non-respect des engagements de la part de la société. Fatidien Modou Diop nous livre les détails de cette conférence de presse. Des contrats pétroliers signés par l'État du Sénégal, l'objet de ce point de presse, le Premier ministre du Sénégal accuse certaines personnes d'avoir véhiculé de fausses informations. D'autres évoquent la question en versant dans l'invective et la désinformation, véhiculant de fausses allégations et des contre-vérités pour tromper les Sénégalais, décourageant en même temps les firmes internationales engagées dans l'exploration et le développement de ces ressources potentielles. Mahammed Boun Abdallah Dionne se veut clair, la recherche pétrolière, une opération onéreuse, un fait d'acteur privé spécialisé selon lui. Quand un opérateur signe avec l'État un contrat de recherche et de partage de production, quand il en est dans la phase de recherche, les équipements qui l'amènent en mer et en haute mer, très souvent, pour faire de la recherche, cet équipement, cet appareil de forage, coûte $1 million par jour, 500 millions CFA par jour. L'État s'occupe de ses fonctions régaliennes et laisse le secteur privé, national et international, s'engager dans ce type d'activité. Autre point évoqué, les permis de recherche, l'annulation de certains contrats pour non-engagement de travaux. En fin 2014, 14 contrats étaient en cours de validité. Et pour non-respect des engagements de travaux, le gouvernement, celui du président Macky Sall, notre gouvernement, a annulé 3 contrats de recherche sur les 14. Le contrat de Rufisque profond détenu par African Petroleum. Et c'est qui African Petroleum? C'est M. Franck Timis dont on parle. Comment dire aujourd'hui on fait des faveurs à M. Franck Timis pendant qu'on lui annule ses contrats de recherche? Le chef du gouvernement persiste. La question des contrats pétroliers fait l'objet de transparence au Sénégal. Il appelle par ailleurs certains à mieux s'informer sur la question avant toute déclaration. Et tout de suite après cet élément, en ligne avec nous, Birahim Seck du Forum Civil. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir, Mme Sarah. Alors, 2 faits marquants, l'actualité ce soir. D'abord, cette mutinerie à Rebeuss et puis la conférence du Premier ministre que vous venez suivre, dont vous venez suivre quelques extraits. On commence par ça. Quel commentaire en faites-vous? Je pense que c'est déplorable et c'était prévisible, comme l'a souligné plusieurs organisations des droits de l'homme au niveau de Rebeuss. Je pense que la situation est préoccupante des 2 côtés, que ce soit au niveau de l'administration pénitentiaire, également que ce soit au niveau des détenus. Je pense qu'une solution définitive doit être prise pour que les longues détentions préventives également soient bannies au Sénégal. Je pense qu'au Sénégal, nous avons besoin d'avoir une nouvelle politique criminelle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est ce qui me sert de transition à parler de cette question de pétrole. Quand le Premier ministre de la République du Sénégal dit maintenant que quand quelqu'un fait une diffusion de fausses nouvelles, il sera traduit devant le juge, éventuellement emprisonné. Aujourd'hui, nous avons besoin de désengorger nos prisons. Nous avons besoin que nos prisons soient humanisées et non pas sur la base d'opinion que des Sénégalais qui se conforment à la Constitution, parce que notre Constitution du Sénégal nous dit très clairement que nous avons une obligation aujourd'hui de défendre nos ressources naturelles,
mais également nous avons une obligation de lutter contre la corruption et la concussion, en l'occurrence contre toute forme de malversation. Donc au lieu d'essayer d'amener en prison, de repeupler davantage les prisons qui doivent être désengorgées, je pense qu'il serait mieux pour l'État du Sénégal d'apporter des réponses très claires sur les questions de gouvernance qui lui sont souvent soulevées. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et le plus rapidement possible solutionner cette question des détenus. Franchement, c'est difficile. Surtout nous qui habitons la banlieue, nous rencontrons souvent d'anciens détenus. Ils racontent également leur calvaire. Je pense que pour tous ces Sénégalais, pour toute maman surtout, pour tout mon père, il y a un besoin de se lever et demander au gouvernement du Sénégal de construire d'autres prisons au niveau du Sénégal. Alors monsieur Seck, désolé de vous interrompre, le délai qui nous est imparti, vous le savez, n'est pas très long. Venons-en à présent à la conférence du Premier ministre. Est-ce que vous êtes satisfait par ces réponses, surtout en ce qui concerne les relations entre l'État et la société African Petroleum? Oui, c'est plutôt entre l'État et Petrotim et non African Petroleum, parce qu'African Petroleum, c'est autre chose. C'est plutôt l'État et Petrotim Limited qui a bénéficié de 2 contrats. Le premier contrat qui concerne le bloc de Saint-Louis offshore et l'autre bloc qui concerne Kayar offshore profond. Je pense que le Premier ministre, dans sa déclaration, a simplement montré ce qu'il peut faire, c'est-à-dire menacer et demander également aux Sénégalais de ne plus parler de ces dossiers. Mais surtout une volonté d'assombrir sur ce dossier. Parce qu'il n'a pas dit plus que ce que le ministre de l'Énergie avait déjà dit. Il n'a pas dit plus que ce que le ministre des Mines a déjà dit. Il n'a pas dit plus que les fonctionnaires directs ont déjà dit sur ce dossier. Par contre, ce qu'il a semblé omettre, c'est de mentionner, peut-être à gêner, le nom de M. Alioune Sall, qui est le représentant de Petrotim au Sénégal, parce qu'il a cité Petrotim. Il a également mentionné, n'oubliez de mentionner le nom de M. Alioune Sall, parce qu'il a cité son patron, à savoir Franck Timis. Et le Premier ministre a volontairement commencé la date du 8 décembre 2011. Au lieu de commencer par la date d'entrée de Wang Zhongquan, qui est un Chinois, qui est le propriétaire également de Petrotim Limited, qui avait écrit déjà une lettre le 3 octobre 2011 pour demander les 2 blocs. Alors que le Premier ministre l'a dit, mais il n'est pas allé au fond, bien il a semblé vouloir ne pas aller au fond. Nous parler des conditions d'octroi des permis. Je suis vraiment désolée, je sais que vous êtes très très imprégné de cette affaire, mais vous comprenez, je ne peux pas vous laisser continuer parce que le délai qui nous est imparti est vraiment très très court. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Seck, qui est resté donc sur sa faim après cette conférence du Premier ministre. Alors un autre qui est resté sur sa faim après également cette sortie du Premier ministre, eh bien c'est son prédécesseur, l'ancien Premier ministre plutôt, Abdoul Mbaye, qui juge cette sortie menaçante. Il dit ne pas se sentir ébranlé tout simplement par les menaces de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Abdoul Mbaye s'est prononcé en marge de la conférence de presse du Front pour la défense du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Adi Atala et Jafar Abba. Nous posons des questions jusqu'à ce qu'il soit interdit de poser des questions. Comme en plus je suis ignorant des questions pétrolières, c'est ce que je crois avoir retenu disons des comptes rendus de presse. Nous continuerons à chercher à nous renseigner. À présent, la réaction du Front pour la défense qui assimile la sortie du Premier ministre à du bavardage inutile. Selon les leaders de l'opposition, Mohamed Boun Abdallah Dionne a tout fait sauf répondre aux questions qui importent au peuple. Ils ont en outre déclaré qu'avec ou sans autorisation, la marche du 14 octobre aura bel et bien lieu. L'organisation était en conférence de presse ce mardi pour la signature du code de conduite du Front. Adi Atala et Jafar Abba, toujours pour les détails. Les leaders de l'opposition et des membres de la société civile debout comme un seul homme se disent déterminés à battre le macadam pour la défense des libertés et la sauvegarde de la démocratie, qu'importe la nature de l'arrêté préfectoral. Le Premier ministre a tout fait sauf répondre à la question fondamentale. Nous l'avons tous entendu. Il a tout fait sauf répondre à l'essentiel. Il a tout fait sauf pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les questions qui sont posées au gouvernement. Puisque la question qui est posée, c'est que fait la famille du président de la République du Sénégal dans le pétrole et le gaz? Et comment faire pour assurer la défense des intérêts supérieurs de la nation par une gestion efficiente de ses ressources? Vous savez que l'opposition est déterminée. Vous savez que l'opposition est mobilisée.
vous savez que l'opposition est dans l'unité et rien ni personne ne peut entamer et notre détermination et notre mobilisation et encore moins notre unité. Le Front pour la défense du Sénégal a également profité de son face-à-face avec la presse pour ne donner aucune importance à la sortie du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous avons décidé d'organiser une marche nationale et internationale le 14 octobre prochain. Comme notre unité fait peur, nous allons résister à toutes les charges de ce pouvoir et par la grâce de Dieu et sa magnanimité, nous allons marcher pour le triomphe de l'idéal pour lequel nous nous battons pour le Sénégal. Le Front pour la défense du Sénégal, qui a battu le rappel des troupes, a invité tous les citoyens épris de liberté à participer à la marche du 14 octobre prochain, qui s'ébranlera du rond-point RTS jusqu'au rond-point du ministère de l'Intérieur. Adiatala, merci. Parlons environnement à présent. Consultation publique à Bargny sur le projet de construction de la centrale à charbon prévue à Sendou. Eh bien, la société en charge de la distribution de l'électricité rassure sur les conséquences environnementales. Cela suite à l'inquiétude des protecteurs de l'environnement, mais aussi des riverains. Les responsables de la Sénélec promettent de se conformer aux responsabilités sociales de l'entreprise. Ousseynou Thiam et Bira Diagne, nos correspondants sur place pour le compte-rendu. Malgré la réticence des défenseurs de l'environnement et de certaines populations de Bargny, le projet de la centrale à charbon de Sendou semble être irréversible. Cette centrale est très importante pour l'État du Sénégal, pour le Sénégal, parce qu'il fait partie du mix énergétique qui va permettre de baisser le prix du kilowattheure. Chaque fois qu'il y a des fluctuations du baril et que le coût de revient du kilowattheure est élevé. Par conséquent, l'État a pensé à faire élaborer par Sénélec un mix énergétique qui comprendrait naturellement le fioul lourd parce que c'est lui qui est là, mais également une production à partir du charbon qui est moins cher, une production à partir du gaz, une production à partir des énergies renouvelables. Donc cette centrale est importante, comme je dis, parce qu'il permettra la baisse du prix du kilowattheure. En consultation publique à Bargny sur la responsabilité sociale et sociétale de la centrale, le chargé des grands projets énergétiques de la Sénélec rassure sur les conséquences environnementales. Nous avons des normes que nous allons respecter. Nous sommes allés même jusqu'à respecter des arrêtés de la Banque mondiale. Donc, on veut juste expliquer aux populations que toutes les mesures sont prises pour installer cette centrale dans les règles de l'art et sans qu'il y ait de risque quelconque pour les populations qui vivent à côté. C'était un appel d'offres. On a imposé aux promoteurs de respecter les normes. Il y a des normes sénégalaises, il y a des normes de la Banque mondiale. On leur a cité toutes les normes qu'il faut respecter pour que les populations sénégalaises soient en sécurité par rapport à ce projet-là. L'avis des responsables de la Sénélec, la mise en service de cette centrale de 125 MW est prévue avant fin 2017. Inondation dans certains quartiers de Touba. Le maire annonce des mesures pour évacuer l'eau. Abdullah Khadka révèle également que la deuxième phase du plan d'assainissement de Touba sera bientôt exécutée. Il était en conférence de presse à Touba. Je propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Mohamed Diop. Dès que nous avons été informés de la situation, nous avons saisi les autorités religieuses de Touba, dont Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr. Le ministre en charge de la question est venu procéder à la visite des sites en question. Il a ensuite donné des instructions pour que des mesures soient prises. Mais je pense que sur le long terme, c'est la réalisation de la deuxième phase du programme d'assainissement qui permettra de régler la question des inondations une bonne fois pour toutes. L'État travaille actuellement pour accélérer les procédures avant l'année prochaine. Le ministre a même envoyé récemment à Touba son directeur de cabinet ainsi que des techniciens. L'objectif est de réaliser très vite cette deuxième phase du programme d'assainissement de Touba.
Et puis c'était l'un des titres de cette édition. Ça chauffe à Guet Ndar avec une vaste opération de déguerpissement entreprise par le maire. La municipalité a démoli les abris et daras installés à proximité du fleuve et annonce la destruction des mosquées construites sans autorisation sur la berge. Sur place, une frange de la population est très remontée. La communauté Ibadou dit être prête à donner sa vie pour empêcher la démolition de son lieu de culte. Une déclaration qui est sans effet sur le maire de Guet Ndar. Ce dernier campe sur sa position et annonce que toutes les mosquées seront démolies. 4 personnes ont déjà été convoquées à la police suite à des échauffourées, nous disent nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. L'équipe municipale de Saint-Louis a entamé l'opération de déguerpissement sur la berge du petit bras du fleuve. Malgré la résistance, des daras ont été démolis de même que des abris et ce sera autour des mosquées dans les prochaines heures. Donc on ne saurait épargner la berge de Guet Ndar. Donc tout ce qu'il y a comme occupation irrégulière. Parce que tenez-vous bien, qu'il s'agisse de daras ou de mosquées, c'est des occupations irrégulières donc qui n'ont aucun titre qui leur permettent de s'installer. Du côté des populations, on apprécie de manière différente cette opération de désencombrement effectuée par les hommes de Mansour Faye. Et l'affaire est venue à son heure. On dit que la ville de Saint-Louis, une ville tricentenaire, vraiment, Guet Ndar Bougoumilni, vraiment, ça nous pose problème. Pourquoi cela nous pose problème? Parce que vous voyez, il y a l'aération et l'environnement. L'environnement au niveau de Guet Ndar a été bouclé par certaines choses. On n'a pas reçu de sommation. En plus, le matériel que je gère appartient à la mairie de Saint-Louis. Je les demande seulement de conserver ce matériel. L'opération est pour le moment une grande réussite. Toutefois, on a noté quelques résistances. L'opération est pour le moment une grande réussite. Toutefois, on a noté quelques résistances. Nous préparons beaucoup de choses et nous ne dévoilons pas nos stratégies. Nous sommes catégoriques, nous ne laisserons personne démolir ces 2 mosquées, quitte à y laisser nos vies. Au-delà même de l'emprise de ce projet-là, mais la commune de Saint-Louis a entamé un programme de déguerpissement sur toute la berge de la Langue de Barbarie et sur les autres artères de la ville. Depuis le début des opérations, le quartier de Guet Ndar change petit à petit son visage. Des daras ont été démolis et demain ce sera autour des mosquées. Lors des opérations, des Guendariens ont... Une information qui va certainement intéresser ceux qui s'activent dans le domaine du bâtiment. Désormais, une loi fixe les caractéristiques physiques du fer à béton. Entrée en vigueur le 29 août dernier, elle fait l'affaire des fabricants de fer. Et pour s'assurer de son effectivité, c'est le ministre du Commerce en personne qui a procédé ce matin à la visite de 3 sites de fabrication et de vente de fer dans la région de Dakar. Fatou Bintou Conté, Pape Songo Nembaye pour les détails de cette visite. Dorénavant, une nouvelle loi réglemente la fabrication et la vente du fer à béton au Sénégal. Et pour s'assurer de son effectivité, le ministre du Commerce a fait le déplacement sur 3 sites de fabrication de ce fer à béton. Cette visite a pour objectif de venir constater l'effectivité de la nouvelle réglementation sur les conditions d'importation, de fabrication et de distribution du fer à béton au Sénégal. Ces conditions, comme vous le savez, sont définies dans un arrêté interministériel entre le ministère en charge du commerce et le ministère en charge de l'industrie. Et cet arrêté fixe les conditions, je l'ai dit tout à l'heure, de production, fixe les caractéristiques physiques du fer à béton. Une loi qui vient à son heure pour les fabricants de ce fer. Ils comptent se soumettre à cette réglementation pour la sécurité des populations. C'est une très bonne chose, cette réglementation. Ça permet d'apporter un plus par rapport à la sécurité. Ça permet d'apporter un plus par rapport aux populations qui aujourd'hui, lorsque vont faire des constructions, vont avoir la certitude que la ferraille qu'ils ont utilisée pour leur bâtiment est de bonne qualité. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette loi. Pour le prix d'une tonne, il leur était livré 450 kg, voire moins de 500 kg. Avec cette norme, ça permet justement d'avoir une identification exacte du contenu dans le tonnage, aussi bien en termes de longueur que de poids. Il faut rappeler que les bâtiments au Sénégal avaient tendance à s'effondrer dû à la mauvaise qualité du fer vendu dans notre pays.
Allez, parlons conso à présent. Retour au marché après la tabaski. Eh bien, le panier de la ménagère pèse moins lourd sur la balance. Il s'est dégarni des légumes et du poisson qui sont devenus hors de prix depuis que les vendeurs sont partis au village pour les besoins de la fête. Les ménagères, elles, s'en plaignent et réclament une régulation des prix des denrées pour éviter les abus, surtout au retour des fêtes. Aminata Mbaresso, Mohamed Dien, reportage au marché de Ouakam. Lendemain de fête, marché dégarni, ni poisson ni légumes. Difficile alors la préparation d'un bon tchéboujen, plat préféré de beaucoup de Sénégalais. Il n'y a rien sur le marché, pas de légumes ni de poissons. Les pêcheurs qui ont l'habitude de me vendre le poisson ne sont pas les meilleurs ces jours-ci. Alors je me décarcasse pour trouver ces poissons-là, mais c'est compliqué, les clients jugent le prix élevé. Actuellement, le kilogramme de carottes varie entre 600, 650 ou même 700 francs. Les tomates fraîches sont vendues à 700 francs le kilogramme en gros. Je vends la carotte venant de la France. Le prix n'est pas fixe. Les rares condiments sur les étals coûtent trop cher, coup dur sur les bénéfices des revendeurs. Là, nous risquons de vendre à perte parce que les clients ne veulent pas acheter le prix qu'on leur propose. Le kilogramme de poivrons verts coûte 2500 francs. Vous imaginez, comment est-ce que je pourrais les revendre? Un seul poivron jaune, je le vends à 400 francs ou parfois 500. Chose fréquente, à chaque retour des fêtes, les prix de certains produits augmentent. Une situation difficile pour le gourgourou sénégalais. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène tour à tour au Nigeria, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, où la manifestation de l'opposition hostile au président congolais a été annulée ce lundi suite à des violences survenues avant son démarrage. Récit de ce tour d'horizon, Daniel Diouf. Cette manifestation de l'opposition congolaise annulée ce lundi à Kinshasa pour cause. Peu avant le démarrage, au moins 3 policiers et 14 civils ont été tués dans des violences. Les violences survenues dans l'attaque d'une permanence du parti présidentiel, selon le porte-parole du gouvernement congolais. Michel Legré, principal suspect dans la mort du journaliste franco-canadien Guy-André Kiffer, est décédé à Abidjan ce dimanche. Il avait été arrêté en 2004 pour enlèvement, séquestration et assassinat dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Guy-André Kiffer. Michel Legré avait été mis en examen par la justice française en octobre 2004. Faute de preuves retenues contre lui, il avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire en octobre 2005. Et puis les autorités nigérianes qui assurent avoir détruit un des refuges des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Les militaires affirment que plusieurs hauts responsables de la nébuleuse s'étaient donné rendez-vous dans ce village pour une réunion de haut niveau. L'attaque de vendredi aurait détruit leur base. Le communiqué diffusé dans les médias ne précise pas s'il y a eu des morts ou des blessés dans les rangs des islamistes. Abuja affirme avoir identifié ses cibles à la suite de plusieurs missions de renseignement. L'information sportive avec les dirigeants du club NGB qui faisaient face à la presse cet après-midi. Nyaritali a désormais un nouvel entraîneur du nom de Demba Mbaye. Occasion saisie par le club pour tirer un bilan de sa participation à toute compétition confondue pour l'année 2016. Les détails avec notre reporter Souleymane Touré, caméra Babacar Kamara. Nyaritali, nouvel entraîneur pour une nouvelle aventure. Un expatrié à la commande, Demba Mbaye mesure bien la lourde responsabilité placée sur ses épaules. Nyaritali est devenu un très grand club. Ils ont eu à faire le choix entre énormément de coachs, locaux, étrangers, avec divers niveaux d'expertise. Et aujourd'hui, ils ont choisi de me faire confiance. J'ai tout à fait conscience, je dirais, de la responsabilité qui m'incombe vis-à-vis de mes dirigeants, vis-à-vis également de mes joueurs. Moi, je ne conçois pas un club qui puisse entamer une saison avec un autre objectif que de remporter le championnat. Donc
Moi, je suis un gagneur, j'aime gagner, je suis là pour gagner. L'occasion était pour le club champion de la Coupe du Sénégal de tirer un bilan de la saison précédente. Niary est classé 7e au niveau du championnat national. Nous sommes vainqueurs de la Coupe du Sénégal. Au niveau des petites catégories, qu'on le veuille ou non, nous avons fait des progrès. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du championnat régional, nous avons été finalistes régional chez les juniors. Nous avons été aussi demi-finalistes régional au niveau des juniors. C'est un parcours quand même qui n'est pas à négliger. Sur le plan financier, le bilan n'est pas reluisant. Il est extrêmement difficile de travailler au Sénégal sur ce plan-là parce que quand même, le sponsor ne vient pas, la billetterie, c'est pas encore ça, le public n'est pas encore venu. Demba Mbaye va donc présider les destinées de Niary Tally pour 3 ans. Le club compte sur son expertise pour des rendez-vous à l'échelle continentale. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, la suite, c'est avec Chérif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez beaucoup parlé d'hydrocarbures dans votre édition. On continue de parler du carburant frelaté qui serait vendu en Afrique avec l'expert pétrolier Bachir Dramé qui va répondre aux questions de Papis Diao dans un instant. Rebonsoir et merci de vous informer sur TFM. C'est une information qui continue de provoquer beaucoup d'indignation et d'inquiétude. Le carburant toxique vendu dans le continent, information révélée par l'ONG suisse Public Eyes. Papis Diao, bonsoir. Vous êtes avec l'expert pétrolier Bachir Dramé. La question que tout le monde se pose, est-ce que nous respirons ces substances cancérogènes ? Merci à Chérif, merci à vous également et bienvenue dans cet invité du 20h. Nous avons le plaisir de recevoir Bachir Dramé, il est expert pétrolier. Bachir,